Salam alaikum. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai donné une figure de diffraction d'une poudre de NaCl, c'est-à-dire des pics d'intensité différentes, de niveaux différents, en fonction de θ, en fonction plutôt de 2θ, c'est-à-dire la direction de diffraction. Alors on peut se demander qu'est-ce qui nous a permis d'indexer les différents pics de cette figure et faire correspondre à chaque pic une famille de plans. Par exemple celle-là 111, 200, 220, et qui est-ce qui nous a permis enfin de dire que c'est du NaCl. Alors il y a toute une approche d'analyse basée sur des connaissances physiques de l'intensité de diffraction qui nous a permis de faire ce travail. Alors, on ne va pas entrer dans les détails de cette analyse, mais juste pour vous dire que scruter l'intensité de ces pics, c'est-à-dire le niveau d'intensité et leur position par rapport à θ, permet de trouver la nature du microscopique du système étudié. Voilà. Alors, pour cela, on va traiter dans cette vidéo l'intensité diffractée des rayons X par un cristal et sa relation avec la structure microscopique du système. Alors bien sûr, je vous dis ici, en envoyant un faisceau de rayons X sur un cristal, on obtient sur un écran de points lumineux de plusieurs niveaux de luminosité qu'on interprète comme les points d'un réseau réciproque. Rappelez-vous, voilà. C'est un fait expérimental, c'est-à-dire ces points-là sont, on peut les considérer comme des points du réseau réciproque. Alors, vous avez ici, rappelez-vous, le G égale à K' moins K. Alors le K c'est quoi? C'est le vecteur d'onde de l'onde incidente, voilà, dans cette direction, alors que K' c'est le vecteur d'onde de l'onde réfléchie. Voilà. Et bien le G c'est ce vecteur là qui relie le point, voilà, ce point là au point de diffraction. Pour vous dire que la tâche de diffraction a une relation avec ce qu'on appelle le réseau réciproque, avec comme origine le point par lequel passe le vecteur incident. Voilà le cas. Alors, cette réalité expérimentale qui est le réseau réciproque donne deux informations. À partir de ce réseau, on peut déterminer la géométrie réelle du cristal. Rappelez-vous, étudiez. Les points sur le réseau réciproque n'ont pas la même intensité. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs points sur ce cliché, mais avec des niveaux d'intensité différents. Voilà. Même intensité, ce qu'on appelle IHKL, c'est-à-dire l'intensité qui correspond à une famille de plans, sont les coordonnées dans l'espace réciproque des points indice de Miller. La connaissance de cette intensité permet de construire le motif à l'intérieur de la maille élémentaire, c'est-à-dire les atomes qui constituent le cristal avec leur densité électronique, puisque les rayons X interagissent essentiellement avec le nuage électronique de la matière. Voilà. Rappelez-vous là l'approche de Van Lowe. Alors, l'intensité de diffraction, c'est-à-dire ce que l'on voit sur le cliché ou même sur la figure, cette figure, voilà, il y a plusieurs niveaux d'intensité. Et bien, elle dépend de plusieurs facteurs, entre autres la température du cristal. Si la température du cristal augmente, les points de diffraction commencent à devenir de plus en plus larges car les atomes vibrent. Plus les atomes sont fixes, meilleure sera la diffraction. Elle sera pointue. Voilà. C'est-à-dire les vibrations, les atomes qui vibrent, le plan, voilà, change de position
Bien sûr, c'est très rapide, mais quand même, il change de position. Alors, l'absorption des rayons X par le cristal, une partie des rayons X sert à faire passer les électrons du cristal vers les niveaux supérieurs. C'est-à-dire, en réalité, c'est-à-dire, et contrairement à l'approche de Bragg qui fait abstraction des atomes, de la structure électronique des atomes, et bien la réalité est autre, c'est-à-dire que en envoyant des rayons X sur un réseau cristallin, c'est-à-dire des atomes, et bien une partie de ces rayons X vont servir à faire passer, à exciter les électrons. Voilà, à exciter les électrons du cristal vers des niveaux supérieurs. Il y a un phénomène d'absorption qui diminue l'efficacité de cette diffraction. Alors, l'intensité dépend aussi du volume du cristal et le volume de sa maille élémentaire. Enfin, le type d'atome, c'est-à-dire l'intensité dépend du type d'atome du cristal. Voilà, le nombre atomique Z. Voilà. C'est-à-dire la diffraction par un atome lourd n'est pas la même que celle sur un atome léger. Voilà. Alors l'intensité diffractée des rayons X dans une direction par un cristal. Alors en plus de tous ces facteurs, la chose essentielle qui nous intéresse dans cette partie du cours, eh bien, c'est que je dis l'intensité diffractée des rayons X dans une direction par un cristal non réel est proportionnelle, en plus de tous ces facteurs, elle est proportionnelle au produit d'une grandeur appelé facteur de structure du cristal par son complexe conjugué. Bien sûr, c'est-à-dire vous avez l'intensité qui dépend de plusieurs facteurs que je viens de citer là. Bien sûr, ce ne sont pas tous les facteurs qui sont cités là, on peut trouver d'autres, voilà, mais on ne veut pas entrer dans les détails. Mais ce qui nous intéresse, c'est que l'intensité d'un point, c'est-à-dire sur le cliché, bien sûr, qui correspond à une famille de plans HKN, elle est proportionnelle à une grandeur physique qu'on appelle facteur de structure. Le facteur de structure fois son conjugué. Voilà. Alors le facteur de structure est en réalité, c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier de la densité électronique d'une maille. C'est-à-dire il donne une idée sur la composition des atomes de la maille. Voilà. Alors le facteur de structure de manière générale s'écrit comme FHKL égale à la somme de J égale à 1 jusqu'à N, avec N c'est le nombre d'atomes d'une maille, FG exponentielle de PI c'est le nombre I au carré égale à 1, HXJ, H c'est KL, ce sont les facteurs, les indices demi-laires ou bien les coordonnées du vecteur réciproque, voilà, XJ, YJ et ZJ, ce sont les coordonnées de l'atome du type J. Voilà, où la somme se fait sur le nombre d'atomes N dans la maille. XJ, les coordonnées fractionnaires de l'atome J, c'est-à-dire on divise par X, on le divise par A, Y par B et Z par Z pour avoir ces coordonnées. HKL sont les coordonnées du vecteur réciproque ou encore, c'est ce qu'on appelle les indices demi-laires pour chaque plan. FG, voilà ce FG, petit FG, est ce qu'on appelle le facteur de forme atomique qui est la somme des amplitudes diffusées par les électrons de l'atome de type G, appelé aussi facteur de diffusion. C'est-à-dire vous pouvez les trouver sur des tableaux pour chaque atome. Voilà, chaque atome on a fait les calculs pour chaque atome et on a trouvé pour chaque atome c'est un FG, un facteur de forme. Voilà. Alors si l'atome, la définition de petit f de J, si l'atome était ponctuel, alors qu'il ne l'est pas, on aurait une valeur de F, c'est-à-dire celui-là, le facteur de forme, égal à Z, c'est-à-dire le nombre atomique de l'atome, si l'atome était ponctuel, alors que l'atome il n'est pas ponctuel, c'est-à-dire il a un nuage électronique qui entoure le noyau. C'est pour ça le F n'aura pas une valeur de Z, quelle que soit la direction de diffraction.
Voilà. Alors l'atome n'étant pas en réalité ponctuel, les ondes diffusées par les électrons de cet atome ne sont en phase avec celles incidentes que si elles passent sans diffraction. Le déphasage est d'autant plus grand que l'angle entre le rayon incident et celui diffracté est grand. C'est-à-dire ici, c'est le problème qui revient toujours, c'est l'interférence constructive. Est-ce qu'on aura, si une onde incidente tombe sur un électron, l'onde réfléchie, est-ce qu'elle va y avoir une interférence constructive ou non? Voilà. Le facteur de forme est déterminé par le calcul à partir de la répartition de la densité électronique dans l'atome. Voilà. Des tables, on donne la valeur pour chaque atome en fonction de sinus θ sur lambda, où θ est l'angle de diffraction et lambda est la longueur d'onde. C'est-à-dire vous pouvez trouver des tables pour chaque atome où l'on vous donne la valeur de f, petit f, en fonction de l'angle incidente et de la longueur d'onde de l'onde utilisée. Voilà. Alors pour cela, on va prendre un exemple d'une structure, ce qu'on appelle un exemple sur un cubique simple, et on va calculer quelque chose de très très important, c'est ce qu'on appelle la condition d'extinction systématique pour des réseaux. C'est-à-dire que, voilà, je reprends, c'est-à-dire vous avez IHKL qui dépend des facteurs qui sont plus ou moins grands ou petits, voilà, mais ne seront jamais égaux à 0. Mais le F, ce facteur de structure, eh bien, il peut être égal à 0 et l'intensité de ce fait sera nulle pour certaines conditions. Ce qu'on appelle la condition d'extinction. C'est-à-dire ce n'est pas tous les plans dans un cristal qui vont diffracter. Eh bien, on va voir quelles sont ces conditions. Voilà. Alors, on va commencer par un cubique simple avec un motif composé d'un seul atome monoatomique. Alors, la maille conventionnelle contient un seul atome. Voilà. Pour cubique simple, alors, je vais vous montrer ici, par exemple, pour cubique simple. Voilà. Vous avez un cubique simple. Vous avez un seul atome à l'origine. Bien sûr, ces points, ces 7 points, les autres 7 points sont les points d'origine des autres cubes. Voilà. C'est-à-dire le cubique simple a un seul point. Il est monoatomique. Un seul atome qui est à l'origine. Voilà. Alors, la maille conventionnelle contient un seul atome, même facteur atomique de dispersion, puisqu'on a un seul atome, un seul type d'atome. Deux coordonnées, U égale à 0, V égale à 0 et W égale à 0, parce qu'on a juste un atome en ce point-là. Alors, le facteur de structure dans ce cas égale à, puisqu'on a juste un seul atome, et bien la somme, ça va de 1 jusqu'à 1. Mais avec un seul atome F1, exponentielle, alors je vous rappelle l'expression de, voilà, le facteur de structure, c'est J égale à 1 jusqu'à n de Fj. Maintenant, X égale à 0, Y égale à 0 et Z égale à 0. Avec un seul J, eh bien, on aura F1 exponentielle H0 de PI H0 plus K0 plus L0. Voilà. Égal à F1. C'est-à-dire, le FHHKL pour ce type de système, c'est-à-dire cubique simple avec un seul atome, ne peut jamais être nul, puisque le F1 n'est pas nul pour un atome. Pas de dépendance en HKL, ce qui signifie que tous les plans de la structure, c'est-à-dire dans un cubique simple monoatomique, tous les familles de plans peuvent diffracter, donner une diffraction. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre la même chose, on va voir la condition d'extinction systématique pour un réseau cubique centré. Alors, voilà, avec un seul atome motif composé d'un seul atome, mais
rappelez-vous, le cubique centré, c'est, voilà, le cubique centré, vous avez, voilà, le cubique centré, vous avez deux atomes dans la maille conventionnelle. C'est cette maille conventionnelle. On aura un atome à l'origine, c'est-à-dire U égale à 0, V égale à 0, W égale à 0. Et on aura un atome, un deuxième atome, en U égale à 1,5, V égale à 1,5 et W égale à 1,5. Bien sûr, ces atomes-là appartiennent à d'autres cubes voisins. Voilà. C'est pour ça on aura deux atomes avec les coordonnées fractionnaires. Voilà. Alors vous avez deux atomes, c'est-à-dire on a mais de même type. C'est pour ça on aura le même F1, le F1, c'est-à-dire le même atome, mais un atome est en 0, 0, 0, l'autre est en 1,5, 1,5, 1,5. Alors encore, alors ici on aura F1 plus F1 exponentielle pi, puisque 1,5 ça va sauter avec le 2 ici, et on aura PI H plus K plus L égale à F1, 1 plus exponentielle, voilà, PI H plus K plus L. Alors, pour quelle valeur de HKL, le F HKL sera nul. Alors, c'est ça, ce qu'on appelle la condition d'extinction. Alors, le facteur de forme F HKL égale à 0 si la somme H plus K plus L est une valeur impaire, puisque dans ce cas, exponentielle sera égale à moins 1. Voilà, pour la somme H plus K plus L est impaire, on aura égal à moins 1. Si on remplace ici moins 1 plus 1, on aura 0. Et bien, le facteur de forme FHKL sera nul si la somme égale à des indices de Miller de la famille de Plan est impair. Par contre, le facteur de forme sera égal à 2F1 si la somme H plus K plus L est une valeur paire, puisque dans ce cas, exponentielle PI H plus K plus L égale à 1. Voilà, on aura 1 plus 1 égale 2. Le FHKL est non nul. Voilà. Alors la condition d'extinction pour ce type de système, c'est que la somme des HKL est soit une valeur, un nombre impair. C'est pour ça, par exemple, dans ce tableau, on va prendre les familles de plans et on va dire ici est-ce qu'il y aura diffraction ou non selon cette condition. Et ben 1, 0, 0, alors 1 plus 0 c'est impair, et ben il n'y aura pas de diffraction. C'est-à-dire pour cette famille de plans, il ne va pas donner de diffraction. Le 1, 1, 0, la somme 2 c'est pair, et ben on aura une diffraction par cette famille de plans dans ce système cubique centré. Le 1, 1, 1 ne va pas donner parce que la somme elle est impaire. Pour le 2, 0, 0, on aura une diffraction parce que la somme est... Et ainsi de suite. Voilà. Comme ça, on aura une idée sur les plans qui peuvent donner une intensité et les autres familles qui ne peuvent pas donner d'intensité par construction du système. Voilà. Maintenant, pour un cubique à face centrée, voilà, vous avez la maille conventionnelle, on va prendre juste un seul, c'est-à-dire un seul atome, ils ont une structure monoatomique, mais la maille conventionnelle d'un cubique à face centrée contient 4 atomes. Voilà, vous pouvez voir sur la figure, voilà, la figure, vous avez le point ici qui est à l'origine, voilà, il y a un point ici, voilà, sur cette face, il y a un point au centre de cette face et un point au centre de cette face. Voilà. Alors on aura 4 atomes. 4 atomes avec les coordonnées fractionnaires 0, 0, 0, 1, 1 demi, 1 demi, 0, 1 demi, 0, 1 demi et 0, 1 demi, 1 demi. Maintenant on calcule le facteur de structure. Dans ce cas-là, et bien sûr, puisqu'on a le même atome, on aura F1, F1, bien sûr F2 égale à F1, F3 égale à F1, F4 égale à F1. Et avec on remplace les XI, YI, ZI par
0, 0, ici par 1 demi, 1 demi, 0, ici 1 demi, 0, 1 demi, ici 0, 1 demi, 1 demi, et on aura, voilà, le FHKL pour cette maille conventionnelle d'un système cubique à face centrée qui s'écrit de cette manière, voilà, voilà. Et alors le facteur de forme FKHKL égale à 4FI si les indices H, K et L sont tous pairs ou tous impairs. Alors, vous pouvez vérifier vous-même. Si les H, K, L sont tous pairs ou sont tous impairs, et bien on aura 4F1. Maintenant, s'il y a un mélange, c'est-à-dire H est impair, K est pair, L est impair, et bien on aura un facteur de forme qui est nul. Et bien c'est la condition d'extinction systématique pour un réseau, c'est pas un réseau, c'est un réseau cubique simple, cubique à face centrée. Et bien la condition d'extinction, c'est que les indices HKL sont de parité mélangée. Voilà. Et sur ce tableau, on donne les plans qui diffractent et les plans qui ne donnent pas de diffraction. Maintenant, 1, 0, 0, on a un pair, 0 pair, et bien non, on ne pourra pas avoir une diffraction par cette famille de plans. 1, 1, 0 aussi, parce qu'on a un pair et pair. Non. Maintenant, 1, 1, 1, et bien oui, parce que tous les indices de Miller, les HKL, sont de même parité, ils sont impairs. Maintenant, pour 2, 2, 0, et bien on aura une diffraction parce qu'on a le 2 impair, 2 pair et 0 pair. Voilà. Et bien pour ce système cubique à face centrée, la condition d'exception est que les HKL sont de parité mélangée. C'est-à-dire dans ce système, on ne peut jamais avoir une diffraction par une famille de plombs 1, 1, 0. Voilà. Pour un atome, pour un système monoatomique, il faut faire attention. C'est-à-dire on a pris un cas simple. Alors, prenons un exemple de diffraction sur un échantillon dont la structure cristalline à définir, où l'on donne les valeurs des angles. C'est-à-dire on vous donne les valeurs des angles θ pour lesquels les valeurs de l'intensité de diffraction sont considérables. C'est-à-dire, par exemple, si on vous donne, par exemple, voilà, ici, sur cette figure, voilà, on vous donne l'intensité, c'est-à-dire les valeurs, l'intensité, on vous donne les valeurs des θ qui correspondent à des intensités considérables. Pardon. Et on vous demande de définir à quelle structure correspondent ces résultats. Voilà. Alors on va prendre voilà. Alors utilisons la loi de diffraction de Bragg, c'est-à-dire on a les θ qui correspondent aux valeurs d'intensité considérable. Et on vous demande de trouver, c'est-à-dire à quel système de cubique, à quel système cristallin correspond ces résultats. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la loi de diffraction de Bragg pour l'ordre n égale à 1 avec une distance interréticulaire d'un système cubique. Et bien on a la relation n lambda, alors n égale à 1, 2, c'est-à-dire on suspecte que c'est un cubique, mais on ne sait pas est-ce que c'est un cubique simple, cubique face centrée, cubique centré, voilà. C'est pour ça qu'on utilise dès le départ cette formule. Sinon, on peut changer, voilà. Mais juste, c'est un exemple pour vous montrer comment on procède. Alors, on remplace le D par la formule qu'on a déjà donnée dans une vidéo précédente pour un système cubique. A, c'est l'arête du cube. HKL, c'est les indices de Miller avec sinus θ. Voilà, fois sinus θ. θ, c'est l'angle d'incidence. Alors, la loi de Bragg peut donc s'écrire sous cette forme. On peut l'écrire sous cette forme, c'est-à-dire prendre le carré, voilà, lambda sur 2, on va mettre la racine carrée de ce côté-là, lambda sur 2a au carré, fois h au carré plus k au carré plus l au carré égale à sinus au carré θ. Voilà.
Alors, puisque lambda et a sont des constantes qui ne changent pas, on a, voilà, c'est-à-dire θ, lambda et a, puisque lambda et a sont des, c'est-à-dire on utilise une longueur d'onde bien définie, le a du cristal ne va pas changer, voilà, c'est une réalité physique. Et bien, constante qui ne change pas, on a sinus au carré θ sur h au carré plus k au carré plus l au carré égale à lambda sur 2a au carré, c'est une constante, voilà. À partir de là, voilà, on divise par h au carré plus k au carré plus l au carré, alors on aura sinus au carré θ sur cette expression, égale à lambda sur 2a au carré. Mais lambda et a sont des constantes, et bien on doit avoir, c'est-à-dire cette expression qui est constante, qui doit être lui aussi constant, quel que soit l'angle et le plan de diffraction. Voilà. Mais quel que soit le θ, le HKL, cette expression, elle est constante. En utilisant les conditions d'extinction pour chaque type de réseau cubique, par exemple, on va utiliser le cubique simple, le cubique à face centrée, vous pouvez aussi utiliser le cubique centré. Il est possible par inspection de deviner à quel type de réseau correspondent les valeurs d'angle de diffraction tabulées dans le tableau suivant. C'est-à-dire, on vous donne les valeurs des pics, les sinus θ, c'est-à-dire on a les θ, maintenant on peut calculer le sinus θ des pics. C'est-à-dire, ce ne sont pas les pics, mais ce sont les angles qui correspondent à des pics aigus. Voilà, correspond à une luminosité considérable. Maintenant, on calcule le carré de θ, voilà, le carré du sinus θ. Je pense que c'est le θ ici, non pas le sinus θ. Bien sûr, on a les θ, on peut calculer le sinus θ au carré, voilà, c'est une erreur. Normalement, ici, c'est les θ et non pas le sinus θ. Que le sinus θ ne peut pas dépasser le 1. Alors, sinus au carré θ, on a ces valeurs. Le h au carré, k au carré plus l au carré, pour un cubique simple, rappelez-vous qu'on n'a pas de condition d'extinction. C'est-à-dire, tous les plans peuvent diffracter. Alors, on commence par exemple, 1. Alors, par exemple, h égale à 1. 0, 0. On aura h égale à 1, k égale à 1, l égale à 0. On aura 2. h égale à 1, k égale à 1, l égale à 1. On aura 3. Le 4, le 5. Et vous voyez qu'il n'y a pas le 7 ici, parce qu'on ne peut pas avoir c'est-à-dire des valeurs qui donnent la valeur 7. Voilà. Maintenant, 2. 4 plus 1, 5, plus 1, 6. 4 plus 4, plus 0. Alors, c'est 8. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, c'est la valeur de HKL. Voilà, en prenant les valeurs de H de 0 à l'infini, mais on va prendre juste quelques valeurs. Maintenant, si on divise sinus au carré θ sur ces valeurs-là, eh bien, on aura cette formule. Vous pouvez voir que sinus au carré θ sur h au carré plus k au carré plus l carré n'est pas constante. Les valeurs de la dernière colonne ne sont pas les mêmes, alors que ici, on doit avoir cette expression qui est constante. Voilà. Ce qui veut dire que ces valeurs ne correspondent pas à un cubique simple. Voilà. Maintenant, on va essayer pour le cubique à face centrée. FCC ou CFC parce que c'est en anglais. Alors θ, c'est la même erreur ici, c'est le θ. On calcule le sinus au carré θ, on trouve ces valeurs-là. Maintenant pour le HKL, eh ben, on doit voir la condition d'extinction. La condition d'extinction pour le FCC, c'était que les indices HKL doivent être de même, c'est-à-dire soit pair, soit impair. Et bien, par exemple, pour la première, on n'aura pas 1, parce que pour 1, on doit avoir h égale à 1, k égale à 0, l égale à 0. Alors,
il n'y a pas de diffraction. Mais le premier, c'est-à-dire la première famille de plombs qui fait une diffraction, c'est bien H égale à 1, K égale à 1 et L égale à 1, ce qui donne 3. Maintenant, la deuxième diffraction, c'est 2, 0, 0, parce que les trois valeurs sont paires. Alors, 4 plus 0 plus 0, on aura 4. Maintenant, 2, 0, par exemple. 2 au carré, c'est 4. 2 au carré, c'est 4. 0, et bien 8. Et ainsi de suite. Ce sont c'est-à-dire, en se basant sur la condition d'extinction, on peut trouver la valeur de la somme des carrés des HKL, qui peuvent donner des diffractions. Et bien, si vous faites c'est-à-dire vous calculez cette expression, la valeur de cette expression sinus au carré θ sur h au carré plus k au carré plus l au carré, et bien vous pouvez voir que à un facteur près, on aura des valeurs qui sont les mêmes. Voilà, 0,03 sur le troisième chiffre peut changer, mais on peut considérer que c'est-à-dire les valeurs de θ qui correspondent à des intensités considérables, eh bien, ça correspond à un système cubique à face centrée. Voilà. Vous pouvez voir ça. Et c'est comme ça qu'on a déduit la structure du système cristallin auquel correspondent ces valeurs de θ de diffraction par des rayons X. Alors il est évident que ces données de diffraction correspondent à un réseau cubique à face centrée, puisque pour ce type de réseau, le rapport, voilà ce rapport-là, est bel et bien constant, contrairement à celui pour le réseau cubique simple où les valeurs sont différentes. D'autre part, il est possible par la connaissance de la longueur d'onde de diffraction de définir le paramètre du réseau à partir de la valeur moyenne du rapport calculé. Pourquoi? Parce qu'on a le rapport qui est par exemple 0,0375, alors, et il est égal à cette expression, c'est-à-dire lambda sur 2a au carré égale à 0,037. C'est pour ça on peut, à partir de ces résultats, et en connaissant la valeur de la longueur d'onde utilisée, du rayon X utilisé, trouver le paramètre du cube. Voilà, A, qui est égal à 386,61 fois lambda. Et en remplaçant lambda, on trouve le paramètre A du réseau étudié. Merci.